À Glasgow, des femmes sont retrouvées sans vie aux quatre coins de la ville. Et elles ont toutes un point commun, elles avaient leur menstruation au moment des meurtres. Et leurs serviettes hygiéniques avaient été placées en évidence dans des mises en scène sordides. Qui donc est ce dangereux prédateur qui passe son temps à réciter la Bible, et pourquoi s'en prend-il aux femmes, précisément, lorsqu'elles sont indisposées? Découvrez l'une des affaires les plus étranges du Royaume-Uni, aujourd'hui, la terrible histoire de Bible John. L'histoire a commencé dans la ville de Glasgow, qui est la troisième plus grosse ville du Royaume-Uni. Nous sommes le vendredi 23 février 1968, et ce jour-là, Maurice Goodman, un ébéniste et menuisier de 67 ans, a pris un raccourci via Carmichael Place afin d'aller récupérer sa voiture dans un garage du coin afin de se rendre au travail. Mais sur le chemin, il a découvert à quelques centaines de mètres de Langside Place, dans une ruelle, ce qu'il pensait être un ivrogne évanoui. Il a alors poussé le corps avec son pied et s'est vite rendu compte que ce n'était pas le cas. C'était en réalité le corps d'une femme. Son corps avait été littéralement mis en scène, elle était allongée sur le dos, nue, à l'exception d'une seule chaussure. Sa tête était tournée vers la droite et, détail sordide, sa serviette hygiénique était posée en évidence près de son corps. Elle avait de nombreuses blessures sur les mains et son visage présentait des traces sur le cou qui suggéraient qu'elle avait été étranglée à mort avec une ceinture. Elle avait de nombreuses blessures sur les mains et sur le visage et elle présentait des traces sur le cou qui suggéraient qu'elle avait été étranglée à mort avec une ceinture. Et aucun de ses effets personnels n'a été retrouvé près d'elle. La nouvelle de la découverte du corps s'est alors répandue comme une traînée de poudre jusqu'à ce que les commérages atteignent l'hôpital Mearnskirk. Et certaines infirmières se sont dit que le corps pouvait être celui d'une patiente qui s'était peut-être égarée hors de l'hôpital et qui était morte de froid, alors elles sont parties voir le corps à tout hasard. Mais en raison des blessures au visage que présentait la victime, elles n'ont pas pu l'identifier. Et ce n'est que lorsqu'un ambulancier a vu le corps qu'il a immédiatement reconnu la victime. C'est Patricia Docker, 25 ans. Elle était, tenez-vous bien, infirmière à l'hôpital Mearnskirk. Ce qui veut dire qu'elle était tellement amochée que ses propres collègues n'avaient même pas pu la reconnaître. Et le père de Patricia, qui avait lu une description de la femme retrouvée morte dans le journal du soir, était immédiatement allé au poste de police le plus proche, muni d'une photo récente de sa fille. Le pauvre homme était fou d'inquiétude. Patricia n'était toujours pas rentrée de sa nuit au Majestic, un dancing du coin où elle avait passé la soirée la veille de la découverte du corps. Les policiers ont alors pris les coordonnées du pauvre homme et son identité et lui ont demandé de se rendre à la morgue pour voir le corps. Et une fois là-bas, il a formellement identifié le corps comme étant celui de sa fille. On découvrira plus tard que le corps de Patricia avait été retrouvé à seulement quelques mètres du domicile de ses parents, situé au 29 Langside Place, preuve que la jeune femme rentrait chez elle au moment de l'agression. Pire même, elle était quasiment arrivée au domicile de ses parents. L'autopsie révélera que ses blessures au visage ont été causées par des coups de pied et des coups de poing donnés par son agresseur et non pas une arme, et que la cause du décès est un étranglement effectué à l'aide d'une ceinture, probablement celle de son agresseur. Cependant, il y a un point sur lequel les sources divergent. Certaines sources disent que le corps de Patricia ne portait aucune preuve claire d'agression sexuelle, quand d'autres précisent qu'elle a été violée. Et Patricia avait donc ses règles au moment du meurtre. Cela peut sembler anodin, mais vous le verrez plus tard, c'est là un élément capital. Patricia Docker, 25 ans, était une femme mariée, mère d'un petit garçon de 4 ans. Elle était donc infirmière et travaillait à l'hôpital Mearnskirk. Elle était séparée de son époux, qui lui travaillait dans la Royal Air Force et qui était en poste à ce moment en Angleterre. Elle avait les cheveux et les yeux marrons et était petite et mince. Le soir de son meurtre, le jeudi 22 février 1968, Patricia avait dit à ses parents qu'elle allait danser au Majestic Ballroom, qui est un dancing du centre-ville de Glasgow. Alors, sachez qu'un dancing, c'est un peu l'ancêtre d'une boîte de nuit telle qu'on les connaît aujourd'hui. On venait y danser, mais l'accompagnement musical était assuré par un orchestre. Patricia avait donc laissé son fils chez ses parents pour pouvoir aller s'amuser au Majestic, mais malheureusement, et comme vous le savez, elle n'en reviendra jamais.
Et malheureusement, peu d'indices ont été retrouvés par la police sur la scène de crime. Ses effets personnels et ses vêtements ayant disparu, ils n'avaient pas grand-chose à se mettre sous la dent. Ils ont pourtant longuement interrogé les personnes présentes au Majestic le soir du meurtre, aussi bien le personnel que les clients, mais ça n'avait rien donné. Ils ont même découvert plusieurs jours, voire semaines après le meurtre, qu'elle était finalement allée dans un autre dancing, le Barrowland Ballroom. Patricia avait probablement menti à ses parents pour ne pas qu'ils sachent qu'elle allait là-bas. En effet, si le Majestic était considéré comme un dancing tout à fait respectable, ce n'était pas le cas du Barrowland. En particulier les soirées réservées aux plus de 25 ans qui avaient lieu les jeudis soirs et qui étaient communément appelées les soirées, je cite, « attraper une grand-mère ». Elles avaient particulièrement mauvaise réputation car la plupart du temps, les gens qui se rendaient au Barrowland lors de cette soirée ne venaient pas seulement pour danser. Ils cherchaient un peu plus qu'une danse. Beaucoup de personnes se rendaient là-bas pour trouver un amant et une maîtresse, et même si Patricia était séparée de son mari, elle était toujours techniquement mariée. Et la mauvaise réputation du Barrowland était probablement connue de sa mère et de son père. On peut donc comprendre pourquoi Patricia leur avait menti et leur avait dit aller au Majestic. Les policiers ont bien essayé d'interroger les personnes présentes cette nuit-là au Barrowland, mais les gens ne voulaient pas vraiment parler à la police. Ils ne voulaient pas être interrogés et encore moins être identifiés. La plupart des clients étant mariés, dire qu'on y était un jeudi soir, c'était en quelque sorte avouer qu'on trompait ou qu'on voulait tromper son partenaire. La police était coincée car d'une part, un long moment était passé depuis le meurtre et d'autre part, le peu de personnes qui avaient accepté de parler avaient tellement bu le soir du drame qu'elles ne se souvenaient de pas grand-chose, ni de cette soirée, ni de Patricia. Certains clients se souvenaient bien l'avoir vue danser avec plusieurs hommes, dont un qui avait les cheveux roux, mais aucun des clients présents ce soir-là ne se souvenait l'avoir vue quitter le dancing avec un homme. Et les cheveux roux, ce n'est pas vraiment rare à Glasgow. Et les jeunes hommes aux cheveux roux fréquentant les dancings écossais non plus. Donc ces informations n'avaient pas vraiment permis de faire avancer l'affaire. L'autopsie de Patricia permettra à la police de déterminer qu'elle était probablement décédée peu de temps après avoir quitté le Barrowland, et les enquêteurs en sont persuadés, Patricia a probablement rencontré son assassin là-bas. Ils espéraient que les vêtements de Patricia pourraient être trouvés, mais sa robe en tricot jaune, son duffel-coat gris avec un col en fourrure bleue, son sac, son alliance ainsi que sa montre demeuraient introuvables. Les policiers ont donc décidé d'interroger les personnes qui habitaient non loin de l'endroit où le corps avait été retrouvé pour voir si quelqu'un avait vu ou entendu quelque chose. Mais malheureusement, ça n'a pas donné grand-chose. Un homme a bien affirmé avoir vu une voiture le soir du meurtre, mais il était incapable de donner ni le modèle, ni la couleur du véhicule. Une femme, quant à elle, a affirmé avoir entendu une femme crier « Laissez-moi tranquille » la nuit du meurtre. Malheureusement, ces témoignages n'ont pas aidé à faire avancer l'enquête. Finalement, un peu plus tard, le sac à main de Patricia a été retrouvé dans la rivière Cart par une unité de recherche sous-marine. Son meurtrier l'avait probablement jeté là-bas pour que la police ne puisse pas identifier Patricia et ainsi remonter jusqu'à lui. Sa montre, quant à elle, a été retrouvée dans une mare d'eau près de la scène de crime. Et il faut bien l'admettre, à ce moment-là, les enquêteurs sont dans l'impasse. Ils n'ont aucun indice solide permettant de faire avancer l'enquête. Alors faute de mieux, ils se sont dit que c'était là une attaque isolée, sans se douter que c'est en réalité le tout début d'une série de meurtres. Et il va falloir attendre 1 an et demi avant qu'un meurtre similaire ne se produise. Nous sommes alors le 16 août 1969. Et voici la victime. Jemima MacDonald, c'était une mère célibataire de 3 enfants, elle avait une fille de 12 ans, nommée Elizabeth, et 2 fils, Andrew et Alan, respectivement âgés de 9 et 7 ans. Et la plupart de ses amis étant mariés, elle allait souvent, seule, s'amuser dans les dancings. C'était une habituée du Barrowland, mais contrairement à Patricia, elle fréquentait plutôt les soirées du samedi. Le samedi 16 août, sa sœur Margaret O'Brien avait accepté de garder ses 3 enfants pour qu'elle puisse s'accorder un peu de temps pour elle et aller danser au Barrowland. Jemima était donc allée danser le samedi soir au Barrowland seule. Le dimanche matin, elle n'était toujours pas rentrée, mais sa sœur ne s'était
pas inquiétée plus que ça. Après tout, elle était peut-être allée dormir chez une de ses amies, après être allée au dancing, comme elle l'avait déjà fait à plusieurs reprises par le passé. Elle a donc attendu avec les 3 enfants le retour de sa sœur, mais le dimanche après-midi, elle n'était toujours pas revenue. Et ça, en revanche, ce n'était pas dans ses habitudes. Passer la nuit, ailleurs, à la rigueur. Mais toute la journée, sans se préoccuper de ses enfants, ça non. Inquiète, elle s'est alors mise à la recherche de sa sœur, elle a parlé à des voisins, a contacté des amis, sa famille, et s'est ensuite rendue dans les endroits que Jemima avait l'habitude de fréquenter. Mais malheureusement, elle ne l'a pas trouvée. Et c'est à ce moment qu'elle a entendu parler d'une rumeur. Des enfants auraient découvert un corps dans un immeuble abandonné du quartier. Et la plupart des gens n'y avaient pas cru. Ils pensaient simplement que les enfants mentaient et que c'était juste une blague. Et cette rumeur a trotté dans la tête de Margaret. Elle a laissé la nuit passer, n'a même pas réussi à fermer l'œil de la nuit, et comme sa sœur n'était toujours pas rentrée le lendemain, le 18 août, vers 7 heures du matin, elle a pris son courage à 2 mains et s'est rendue dans le fameux immeuble abandonné dont parlaient les enfants. Cet immeuble était un endroit où les enfants jouaient le jour, mais la nuit, c'était un endroit où les prostituées amenaient leurs clients et où les sans-abri venaient s'y réfugier. Elle a donc pénétré dans le bâtiment délabré du 23 McKeith Street, situé à moins de 30 mètres de son domicile, et au rez-de-chaussée, elle était tombée nez à nez avec le cadavre de sa propre sœur. Au début, elle avait pensé qu'il s'agissait là d'un mannequin, d'une boutique de vêtements, mais avait très rapidement remarqué des traces de sang sur le visage et dans la foulée reconnu le visage de sa sœur. Contrairement à la victime précédente, Jemima a été retrouvée entièrement habillée, à part ses bas et ses chaussures, qui, eux, ont été retrouvés près de son corps. Ses vêtements étaient froissés, sa robe chasuble noire, son chemisier blanc à volants et ses sous-vêtements étaient déchirés. Il semblait clair que son agresseur avait replacé ses vêtements après les lui avoir enlevés. Et détail plus qu'intrigant, Jemima, tout comme Patricia, avait ses règles au moment du meurtre. Et sa serviette hygiénique avait également été soigneusement placée près de son corps. Mais son sac à main en cuir verni noir, ainsi que le contenu de son sac et son foulard, eux, manquaient. Elle avait été violée et frappée au niveau de la tête et du visage, mais encore une fois, pas avec une arme, elle avait probablement été frappée à coups de poing et coups de pied. Et la cause de la mort était encore une fois l'étranglement, même si cette fois son agresseur n'a pas utilisé sa ceinture, mais l'un des bas de Jemima pour l'étrangler. L'autopsie révélera que son meurtre a eu lieu environ 30 heures avant que son corps ne soit découvert. Malheureusement, peu d'indices, encore une fois, ont été retrouvés sur la scène de crime. Afin d'essayer de récolter des informations sur Jemima de la part des autres clients, la police a fait plusieurs annonces au Boroland, et ils ont insisté sur le fait que toute personne disposant d'informations sur Jemima devait les contacter et qu'elle pourrait garder l'anonymat, qu'aucun jugement sur eux ne serait porté et que personne ne saura qu'ils étaient au Boroland ce soir-là. C'est dire la réputation de cet établissement. Grâce à ça, la police a pu déterminer que la nuit de sa disparition, Jemima s'était d'abord rendue au Betty's Bar, juste en face du Boroland. Là-bas, elle avait pris quelques verres et avait été vue en train de discuter avec un homme aux cheveux roux. Et c'est vers 19h qu'elle s'est rendue au Boroland où elle a été aperçue en train de danser avec une personne qui correspondait à la description de l'homme avec qui elle avait été vue, en train de boire un verre au Betty's Bar. L'homme qui l'accompagnait était bien habillé, il était vêtu d'un costume bleu avec des revers cousus à la main ainsi que d'une chemise blanche, ce qui n'était pas vraiment commun. En effet, la plupart des clients du Boroland étaient habillés de manière plutôt décontractée. Selon les témoins, cet homme avait entre 25 et 35 ans et mesurait entre 1m83 et 1m88 et il avait les cheveux courts et roux. Et il avait un accent de Glasgow et insérait parfois de brèves citations bibliques dans ses conversations. Les deux ont été vus quittant ensemble le Boroland Ballroom le 17 août peu après minuit. Jemima et cet individu ont été vus pour la dernière fois en train de marcher vers Main Street en direction du domicile de Jemima aux alentours de minuit 40. La police disposant de témoins qui avaient vu le visage de cet homme ont alors pu créer un portrait robot du suspect. Mais malheureusement, aucun client n'a pu reconnaître cet homme. Ce n'était pas un habitué et personne ne connaissait donc son nom.
Et cette affaire est le tout premier cas en Écosse où les autorités ont autorisé que le portrait robot d'un suspect dans une affaire de meurtre soit diffusé dans les médias. Mais malheureusement, cela n'a rien donné. Le samedi suivant, une reconstitution du trajet que Jemima et le suspect avaient emprunté après avoir quitté le Barrowland a été effectuée avec une policière vêtue de la même manière que Jemima la nuit du meurtre. Les policiers espéraient ainsi que cela raviverait la mémoire des voisins qui auraient pu voir quelque chose, mais malheureusement, encore une fois, ça n'a rien donné. Des agents en civil se sont même mêlés à la clientèle du Barrowland pendant plusieurs mois après le meurtre de Jemima, dans l'espoir de pouvoir retrouver cet homme, mais ils ont mis fin à cette surveillance fin octobre, car ils n'avaient trouvé aucun suspect. Et voilà que quelques semaines après la découverte du corps de Jemima, la police de la ville de Glasgow a émis l'hypothèse que les meurtres de Patricia et de Jemima étaient peut-être liés. En effet, il y avait plusieurs similitudes frappantes entre les meurtres. Les deux femmes étaient allées au Barrowland le soir de leur meurtre, elles avaient toutes les deux leurs règles et avaient été battues avant d'être étranglées à mort. Cependant, ils n'ont pas officiellement fait la connexion à ce moment-là. Des enquêteurs ont fait du porte-à-porte sur McKeith Street et ont rencontré une femme qui se souvenait avoir entendu des cris de femme le soir du meurtre de Jemima. Malheureusement, cette personne ne se souvenait pas de l'heure précise à laquelle elle avait entendu cette femme crier. Par conséquent, la police a considéré cette information comme peu utile à leur enquête. Mais il n'a pas fallu longtemps avant qu'un nouveau corps ne soit retrouvé. 2 mois seulement. Le 31 octobre 1969, un homme qui baladait son chien a découvert le corps à demi nu d'une femme qui sera plus tard identifiée comme celui d'Hélène Puttock. Elle a été retrouvée dans le jardin situé à l'arrière de son appartement d'Earl Street. Elle était face contre terre, ses vêtements étaient déchirés et elle avait été battue au visage et à la tête. Elle avait été violée et étranglée avec l'un de ses bas. Et le contenu de son sac à main était éparpillé dans le jardin, ce qui laisse penser qu'elle tenait son sac lorsqu'elle a été traînée de force par son agresseur jusqu'à l'endroit où a été retrouvé son corps. Cependant, le sac à main lui-même ne s'y trouvait pas, ce qui laisse penser que le tueur a dû le garder comme on garde un trophée. Des traces d'herbe sur ses plantes de pied et ses chaussures indiquaient qu'elle s'était engagée dans une lutte féroce pour sauver sa vie. Il était évident qu'à un moment donné, elle avait tenté d'escalader un remblai de chemin de fer à proximité pour échapper à son agresseur. Comme les précédentes victimes, elle avait ses règles au moment du meurtre et son meurtrier avait placé sa serviette hygiénique sous son bras gauche. Le tueur l'avait intentionnellement placée là afin que le vent ne la fasse pas s'envoler, probablement car il voulait que cette serviette hygiénique soit retrouvée sur la scène de crime. Un bouton de manchette bon marché a également été trouvé près du corps, mais il n'a pas été possible de déterminer s'il appartenait ou non au tueur. Cependant, cette fois, contrairement au meurtre de Patricia et Jemima, le tueur a laissé 2 indices importants. Il y avait une marque de morsure sur le haut de sa cuisse droite et une tache de sperme sur son collant, ou plutôt le bas, qui lui-même avait été utilisé pour étrangler la jeune femme. Malheureusement, à l'époque, l'ADN n'existait pas encore, et il était donc impossible de l'analyser. Maintenant, avec 3 meurtres quasi identiques, la police annonce que les 3 meurtres sont liés et qu'ils sont désormais à la recherche d'un tueur en série. Suite à la découverte du corps, les policiers se sont rendus chez la mère d'Hélène, dans son appartement d'Earl Street, où elle vivait temporairement, avec son mari, George qui est le mari d'Hélène, la victime, et non de sa mère, lui qui était vétéran à l'armée. C'est en discutant avec eux qu'ils ont découvert que la nuit du meurtre, le jeudi 30 octobre 1969, Hélène et sa sœur Jean Langford, surnommée Janie, s'est rendue, je vous le donne dans le mille, au Barrowland. Le jeudi 30 octobre 1969, George, qui n'aimait pas trop que sa femme aille en boîte de nuit, a néanmoins accepté de garder leurs enfants, David, 5 ans, et leur bébé, Michael, pour qu'elles puissent aller danser et s'amuser un peu. Les 2 sœurs étaient parties à 18h30 et ont ensuite bu quelques verres dans un pub avant de se rendre au Barrowland. Il était alors 22h. Là-bas, elles ont commencé à danser quand, au cours de la soirée, elles ont rencontré 2 hommes qui ont tous les deux dit s'appeler John.
Le John qui dansait avec Janie avait déclaré qu'il travaillait comme couvreur et qu'il résidait à Castle Milk, tandis que l'autre John, celui qui dansait avec Hélène, n'avait pas révélé où il vivait ni ce qu'il faisait. Cependant, il avait dit s'appeler John Templeton, ou alors John Sampleson, ou encore John Emerson. Malheureusement, Janie ne se souvenait plus vraiment du nom. Tous ont ensuite passé le reste de la soirée ensemble, et puis, à un moment, ils se sont assis autour d'une table et ont tous bu un verre ensemble. Janie a donc bien vu le visage du John qui dansait avec sa sœur. Cet homme ressemblait particulièrement à l'homme qui avait été vu en compagnie de Jemima le soir de sa mort. Il était grand, il était roux, il avait entre 25 et 30 ans et était très bien habillé. Il portait un costume marron à 3 boutons, une chemise blanche ou bleue et une cravate foncée à rayures rouges. Il lui manquait une dent à la mâchoire supérieure droite et ses incisives se chevauchaient. Il fumait des cigarettes de la marque Embassy. Janie a supposé qu'il avait été dans l'armée ou dans la police à un moment donné de sa vie, car il avait un air autoritaire et était légèrement condescendant. Cependant, elle l'a décrit comme un homme très poli et très charmant. Il tenait les verres de ses dames, leur tirait la chaise, mais vers la fin de la soirée, elle avait remarqué qu'il pouvait être très colérique. En effet, à un moment dans la soirée, Hélène s'était rendue à un distributeur de cigarettes afin d'acheter un paquet. Mais la machine ne fonctionnait pas et le paquet n'était pas sorti. Et John était alors devenu très agressif. Il s'était mis à crier, puis à demander à parler au manager, ce qui avait surpris Janie, qui ne comprenait pas pour quelle raison il s'énervait autant pour une si petite somme d'argent perdue. Et il ne s'était calmé qu'après que le manager ait remboursé Hélène. Après avoir été en compagnie de ces deux individus pendant plus d'1 heure, tous les 4 ont décidé de quitter le Barrowland pour chacun rentrer chez eux. L'homme qui avait dansé avec Janie leur a alors dit au revoir, puis est allé prendre son bus. Il ne restait donc plus que Janie, Hélène et cet homme. Et après avoir discuté ensemble, ils se sont alors rendus compte que John n'habitait pas loin de chez elle. Alors ils ont décidé de partager un taxi. Ils ont donc hélé un taxi. Normalement, Janie devait être la dernière à être déposée, car elle habitait le plus loin du Barrowland, mais John a insisté pour qu'elle soit la première à être déposée. Elle a donc accepté de laisser sa sœur avec cet homme, car elle sentait bien qu'il voulait se retrouver seul avec Hélène. Durant le trajet en taxi, cet homme a à plusieurs reprises fait référence à Moïse et à des histoires de l'Ancien Testament. Il ne citait pas à proprement parler la Bible, il racontait juste des histoires. L'une de ces histoires était celle d'une femme adultère qui avait été lapidée à mort. Cette histoire avait jeté un froid et les 2 femmes, gênées, s'étaient tues. Et sentant que l'atmosphère avait changé, John avait alors changé de sujet. Selon Janie, cet homme semblait être très religieux, bien qu'il ait indiqué qu'il n'était ni catholique ni protestant. C'est pour cette raison que la presse l'a surnommé Bible John. Il avait dit aux 2 femmes qu'il était abstinent et qu'il ne consommait pas d'alcool. Il a expliqué que c'est parce que ses parents étaient tous 2 de fervents abstinents que lui-même l'était devenu. Il a ajouté que ses parents étaient très croyants et que lui et sa sœur avaient reçu une éducation très stricte, mais que leur éducation avait en quelque sorte échoué car ils n'étaient pas devenus aussi bons et pieux que leurs parents. Il a également dit que son père considérait que les femmes mariées qui fréquentaient les dancings tels que le Barrowland étaient des femmes adultères. Il a ajouté que lors du nouvel an écossais nommé le Hogmanay, il ne buvait pas, il priait. Il avait également ajouté qu'il avait travaillé par le passé dans un laboratoire. Le chauffeur de taxi a affirmé avoir déposé John et Hélène à une adresse dans Earl Street vers 1h du matin et que c'était John qui avait payé le trajet. Grâce à Janie, la police a fait réaliser un portrait robot du suspect, et ce portrait robot est le plus célèbre à ce jour, et selon Janie, il ressemble vraiment à l'homme qu'elle a vu cette nuit-là. Elle était sincèrement persuadée qu'il aiderait à retrouver le tueur. Cependant, ce n'est pas l'avis de tout le monde, et certains policiers qui ont travaillé sur l'affaire ont dit que l'artiste avait trop embelli le suspect, et que son portrait robot ressemblait beaucoup trop à celui d'une star de cinéma. Et donc selon eux, le meurtrier d'Hélène ne ressemblait probablement pas au portrait qui avait été fait. Avis partagé par le manager et le personnel du Barrowland, qui affirment que la description du suspect donnée par Janie n'était pas fidèle car elle avait beaucoup bu ce soir-là.
Selon eux, l'homme était brun et faisait moins d'1,80 m. Néanmoins, il est tout à fait possible que le personnel du bar Holland se rappelle de l'homme qui avait dansé avec Jenny et non celui qui avait dansé avec Hélène. En dépit de cette divergence, c'est le portrait robot créé avec l'aide de Jenny qui a été diffusé dans les médias. Des centaines de personnes se sont alors manifestées et la police a suivi toutes les pistes. Mais ça n'a rien donné. Les policiers ont alors interrogé tous les tailleurs de Glasgow à qui ils ont montré le portrait du suspect. Malheureusement, encore une fois, cela n'a rien donné. Personne ne l'a reconnu et aucun d'entre eux n'avait de client qui pouvait lui ressembler de près ou de loin. Et comme la coupe de cheveux du suspect était très courte, ce qui était assez inhabituel à l'époque, on était sur des cheveux plus longs, ils ont montré son portrait à plus de 450 coiffeurs de Glasgow et de ses environs, mais malheureusement cela n'a rien donné non plus. Personne ne semble le reconnaître. Tous les dentistes de la ville et des environs ont également été invités à examiner leur dossier pour déterminer s'ils avaient des patients avec des incisives qui se chevauchaient et une dent manquante dans la mâchoire supérieure droite. C'était le cas de 5000 personnes. Cependant, après enquête, chaque patient a été rayé de la liste des suspects. Suite à ce troisième meurtre, la population de Glasgow était terrifiée de savoir qu'un serial killer était en liberté et la fréquentation du bar Holland a considérablement diminué. Les jeunes femmes avaient tendance à ne pas sortir la nuit, ou si elles le faisaient, elles s'assuraient d'être accompagnées. Et en raison de la coupe de cheveux très courte du suspect, les policiers pensaient que le suspect était peut-être un militaire. Son portrait robot a donc été distribué dans toutes les bases de la marine et de l'armée de l'air du Royaume-Uni. La police a également visité des dizaines d'églises, pensant que les membres du clergé pourraient également se souvenir d'un membre de leur congrégation ressemblant au portrait robot de Bible John. Suite aux nombreux appels à témoins, un conducteur de bus de nuit a contacté la police, affirmant avoir vu un homme ressemblant à Bible John descendre d'un bus vers 2h du matin la nuit du meurtre. Selon lui, l'homme était dans un sale état, il avait des taches de boue sur sa veste et une marque rouge sur la joue. L'homme s'était ensuite dirigé vers un ferry public afin de traverser la rivière Clyde pour se rendre du côté sud de la ville. Mais malheureusement, cet homme n'a jamais pu être identifié. Et craignant que l'agresseur ne frappe de nouveau, la police a alors mis en place une équipe de 16 détectives chargés de se mêler aux danseurs de tous les dancings de Glasgow. Ces détectives fréquentaient tout particulièrement le bar Holland les jeudis et samedis, soirs où chaque victime était présumée avoir rencontré son meurtrier là-bas, mais en vain, encore une fois, cela n'a rien donné. L'année suivant le meurtre d'Hélène, plus de 100 enquêteurs avaient été mis sur l'affaire, la police a interrogé plus de 5000 personnes, mais après enquête, et encore une fois, ils ont tous été rayés de la liste des suspects. Quant à Jenny, la sœur de la dernière victime, elle avait même assisté à plus de 300 parades d'identification sans que cela ne donne rien. Bible John reste introuvable. Les policiers espéraient découvrir de nouveaux éléments permettant de faire avancer l'enquête, mais l'affaire est progressivement devenue ce qu'on appelle un cold case. Il faut savoir qu'à la mort d'Hélène, les meurtres de Bible John ont pris fin, et les années qui ont suivi, de nombreux agents affectés à l'affaire estimaient que l'auteur était soit décédé, soit en prison, soit interné dans un hôpital psychiatrique, qu'il était dans l'armée et qu'il avait été transféré ailleurs, ou encore qu'il avait simplement déménagé de Glasgow. Quoi qu'il en soit, plus aucune autre victime de meurtre en Écosse ou ailleurs au Royaume-Uni a été attribuée de manière concluante à Bible John. Donc nous allons maintenant explorer les différentes théories. Certaines personnes pensent qu'en réalité, ces 3 meurtres ne sont pas liés et que les crimes ont été commis par plusieurs tueurs différents et que Bible John est simplement la création des médias, et cela pour plusieurs raisons. Les corps des 3 victimes ont été découverts dans différents quartiers de la ville de Glasgow et le tueur semblait familier avec chacun de ces endroits. Encore une fois, Glasgow qui est une très grande ville. Par exemple, dans le cas de Patricia, le tueur savait qu'il y avait une rivière à proximité et il connaissait des chemins à travers les bois pour aller jeter son sac là-bas. Or, cette rivière n'était pas visible de l'endroit où le corps de Patricia avait été retrouvé. Il devait donc particulièrement bien connaître l'endroit où se trouvait cette rivière. En ce qui concerne le meurtre de Jemima, le tueur devait savoir qu'il y avait une maison abandonnée, précisément dans cette rue,
ou il pouvait l'emmener tranquillement et la tuer. Alors soit le meurtrier connaissait extrêmement bien cette immense ville qu'est Glasgow, ce qui est peu probable pour les enquêteurs, soit les meurtres avaient été commis par des copycats. Nombreux sont ceux à penser que le premier meurtre était une attaque isolée et que les deux autres meurtres étaient l'œuvre d'un copycat. Selon eux, les médias avaient fait leur chou gras de la première affaire et certaines personnes qui avaient entendu parler de ce meurtre ont tout simplement eu envie de copier le mode opératoire du tueur. En effet, le mode opératoire du meurtre de Patricia et celui de Jemima et Hélène était différent. Patricia a été étranglée avec une ceinture, probablement celle de son agresseur, alors que les deux autres femmes, elles, ont été étranglées avec leurs propres bas. Ils pensent également que tous les détails des meurtres n'ayant pas été divulgués dans les médias, le copycat killer, lui, devait tout connaître du premier meurtre, et qu'il était donc au courant de nombreux détails concernant cette affaire qui n'avaient jamais été divulgués au grand public. Pour cela, beaucoup pensent que cet autre tueur était peut-être un policier qui devait avoir accès au dossier et connaissait tous les détails du premier meurtre. Selon ces mêmes personnes, la timeline des meurtres étaye également cette théorie. En effet, il s'est passé 18 mois d'écart entre le premier meurtre et le deuxième. Ce qui peut indiquer que les crimes ont été commis par plusieurs individus différents car la plupart du temps, les tueurs en série sont incapables de se retenir de tuer pendant si longtemps. Cependant, cette première théorie n'est pas la plus plébiscitée. Le consensus général est que les 3 meurtres ont été commis par Bible John. En effet, un laps de temps aussi important entre le premier et le deuxième meurtre est certes inhabituel, mais ça a déjà été vu par exemple dans le cas de Jeffrey Dahmer. Il y a un écart de temps important entre ces premiers meurtres. De plus, toutes les victimes de Bible John se ressemblaient physiquement. C'étaient toutes des petites brunes, minces, aux yeux marrons, et encore une fois, elles avaient toutes leurs règles au moment des meurtres. Ce n'est pas tout, Jemima, Patricia et Hélène étaient toutes les 3 allées danser au Barrowland le soir de leur meurtre, et 2 de ces femmes avaient été vues en compagnie d'un homme. La police suppose même qu'elles ont toutes les 3 quitté le Barrowland en compagnie de leur meurtrier. Le mode opératoire était également le même, nous sommes sûrs qu'au moins 2 d'entre elles ont été violées, encore une fois. Le fait que Patricia, la première victime, ait été violée n'est pas certain, certaines sources disent que oui, d'autres non, et toutes, en tout cas, ont été étranglées à mort. Et enfin, comment ne pas parler de leurs serviettes hygiéniques placées en évidence près de leur corps? Il semble également que le tueur, à chaque fois, a pris des trophées sur chaque scène de crime. Il existe également plusieurs théories sur le motif du meurtre, en tout cas le mobile. Certaines personnes pensent que Bible John se rendait au Barrowland spécifiquement afin de trouver des femmes qui avaient leurs règles. Selon eux, il avait probablement vu une serviette hygiénique à l'intérieur du sac de ses victimes quand il avait discuté avec elles et avait alors décidé de les prendre pour cible. Ou peut-être avait-il dansé avec plusieurs femmes et avait choisi ses proies lorsqu'il sentait des ceintures sanitaires. Une ceinture sanitaire, c'est une ceinture étroite, généralement en matière élastique, destinée à maintenir une serviette hygiénique en place. Pour d'autres, il est plus probable qu'il s'approchait de ces femmes pour avoir des relations sexuelles avec elles, mais qu'il était devenu violent à leur égard quand elles ont refusé d'avoir des relations intimes avec lui parce que justement elles avaient leurs règles. Ce qui expliquerait les 18 mois pendant lesquels il n'a fait aucune victime. Peut-être a-t-il laissé certaines femmes qu'il avait rencontrées au Barrowland en vie car elles n'avaient pas leurs règles et avaient accepté d'avoir des rapports intimes avec lui. Peut-être que le motif des meurtres, qui sait aussi, était religieux. Après tout, de nombreux témoignages laissent penser que Bible John était très pieux et à l'époque, les règles étaient un sujet tabou. Une minorité d'hommes catholiques pensaient que les règles étaient un signe de péché. Peut-être que Bible John, qui était un homme très religieux, avait tué ses femmes à cause de ça, qu'il les pensait sales et impures parce que justement elles avaient leurs règles. À une certaine époque, et encore aujourd'hui dans certaines régions du monde, lorsqu'une femme a ses règles, elle doit vivre éloignée des siens tout le temps de ses menstruations, et donc par conséquent s'isoler. Elle est considérée comme impure tout ce temps-là. Pendant le trajet en taxi avec Hélène et Jenny, John avait expliqué ne pas avoir une haute estime des femmes mariées qui se rendaient dans des endroits tels que le Barrowland, qu'il surnommait d'ailleurs l'antre du péché et qu'il avait même ajouté qu'elles étaient des femmes adultères. Donc peut-être avait-il tué ces femmes car il les considérait comme des pécheresses. Bible John faisait souvent référence à des histoires de la Bible,
Mais il ne semblait pas en comprendre le véritable sens, comme s'il ne savait pas vraiment de quoi il parlait. En effet, la femme dont il parlait, celle qui avait été lapidée, n'a en réalité jamais été tuée. Cette histoire était une leçon, au contraire, de compassion, et Jésus était intervenu pour la sauver. C'est pour cette raison que de nombreuses personnes pensent que Bible John ne connaissait en réalité pas vraiment la Bible. En tout cas, pas aussi bien qu'il le pensait, et qu'il avait juste une connaissance basique de la Bible, ce qui était tout à fait normal pour la plupart des Écossais à cette époque, car l'enseignement religieux était obligatoire dans toutes les écoles écossaises. Pour d'autres, il est possible qu'il n'était pas religieux du tout, et qu'il faisait des références à la Bible en espérant que les témoins l'entendrait, qu'il le dirait à la police et que ça les mettrait sur une fausse piste. Il y a également plusieurs théories sur l'identité de Bible John. Certaines personnes pensent que la police a attrapé Bible John au moment des meurtres, mais qu'ils l'ont laissé filer. En effet, un homme qui ressemblait énormément au portrait robot de Bible John avait eu une altercation avec une jeune femme au bar Holland. Trouvant son attitude suspecte, la police l'avait alors arrêté. Lors de son arrestation, il avait donné un faux nom, celui de John White, le même nom qu'il avait donné à la jeune femme, ainsi qu'une fausse adresse. Après avoir vérifié dans leur dossier, les policiers se sont rendus compte de la supercherie, ce nom n'existe pas. Il a été forcé de leur donner sa véritable adresse et identité, et une fois cela fait, il a été relâché, car ses incisives ne se chevauchaient pas. Or, peu de temps après, cet homme a été arrêté une seconde fois à l'extérieur du bar Holland par un autre officier de police. Il avait également donné le faux nom de John White. Cette fois, l'homme avait reçu une blessure qui nécessitait des points de suture. Il avait donc été conduit à l'hôpital, mais une fois là-bas, dès qu'on lui avait retiré ses menottes, il en avait profité pour s'échapper. En dépit de tout ça, il a été rayé de la liste des suspects, encore une fois, car ses incisives ne se chevauchaient pas. Malheureusement, son identité à ce jour n'a jamais été rendue publique, mais beaucoup pensent que le meurtrier, c'est lui. Et il va falloir attendre jusqu'en 1996 pour que la police ait un nouveau suspect. Son nom, John Irvine McInnes. Malheureusement, il était déjà mort en 96. C'était un vendeur de meubles et un ancien membre de la garde écossaise. C'était le cousin d'un homme qui avait été suspecté au moment des meurtres et qui avait fait l'objet d'une enquête. John Irvine McInnes s'était suicidé en 1980 à l'âge de 41 ans en sectionnant l'artère brachiale de son bras. Il était décédé d'une perte de sang massive et les psychologues considéraient qu'en se donnant la mort de cette manière, il était en réalité à la recherche du frisson ultime. Son corps a donc été exhumé, son ADN a été comparé à celui retrouvé sur l'un des bas d'Hélène, mais les résultats des tests se sont avérés peu concluants et il a donc été officiellement blanchi de toute implication dans les meurtres de Bible John en juillet 1996. La dernière personne que de nombreuses personnes suspectent d'être Bible John est le tueur en série Peter Tobin, l'un des pires violeurs et tueurs en série de l'histoire du Royaume-Uni. Peter Tobin a attiré l'attention de la police en 2006 lorsqu'un corps avait été retrouvé sous le plancher de l'église où il travaillait en tant qu'homme à tout faire. Celui d'une étudiante polonaise de 23 ans du nom d'Angelika Kluk. Elle avait été battue, violée et poignardée à mort, mais par chance, son meurtrier avait laissé une infime quantité d'ADN sur son corps. Et grâce à cet ADN, il n'a pas fallu longtemps pour que la police n'identifie son meurtrier. Peter Tobin, 60 ans, il n'avait laissé aucune trace, sauf cette infime quantité d'ADN qui avait permis de l'identifier, et il avait très bien caché le corps de la jeune femme. À cause de ça, la police a tout de suite pensé qu'il n'en était pas à son premier meurtre. En mai 2007, il est reconnu coupable du meurtre d'Angelika et condamné à la prison à vie. Les corps de deux adolescentes, Vicky Hamilton et Dina McNichol, seront par la suite retrouvés dans le jardin de sa maison de Margate, dans le Kent, en Angleterre, en 2007. Et il sera également condamné pour ses meurtres en 2008 et 2009. Il écopera de la prison à vie également. Peter Tobin étant un tueur en série britannique, expliquer en détail ses crimes prendrait beaucoup de temps, et ça nécessiterait d'ailleurs une vidéo à part entière. Ce qu'il faut retenir, c'est que persuadé qu'il avait commis bien plus de crimes que ces 3 meurtres, la police avait mis en place l'opération Anagramme en 2006, afin de retracer les mouvements de Tobin tout au long de sa vie et de voir s'il était potentiellement responsable d'autres crimes. Comme il avait vécu à Glasgow, la police s'est penchée sur les meurtres et les disparitions non résolues de la ville de Glasgow, afin de pouvoir relier ou non
Peter Tobin à certains d'entre eux. C'est alors qu'ils ont rapidement été persuadés que les crimes de Tobin étaient similaires à ceux de Bible John. Ils ont donc interrogé ses ex-femmes et petite amie de l'époque, où il avait entre 25 et 30 ans. Selon sa première femme Margaret qu'il avait rencontrée, tenez-vous bien, au Barrowland à Glasgow, il était charmant et suave au début de leur relation, mais il est très rapidement devenu sadique, manipulateur et cruel. Ses ex-compagnes ont dit qu'il était particulièrement violent et agressif avec elles quand elles avaient leurs règles. Elles ont ajouté qu'il les avait violées, battues et étranglées à plusieurs reprises pendant toute la durée de leur relation. Et une de ses ex a même dit qu'il l'avait retenue prisonnière pendant 1 an. Pendant cette période, il l'avait violée et battue à plusieurs reprises et lui avait même mutilé les parties intimes. Ses ex-femmes et petites amies ont affirmé aux policiers que les traits de son visage, quand il avait entre 25 et 30 ans, ressemblaient exactement au portrait robot de Bible John. La police a également découvert qu'au moment des meurtres de Bible John, Tobin s'était fait retirer une dent de sa mâchoire supérieure, ce qui correspond à la description qu'avait fait Jenny, qui disait justement qu'une dent de la mâchoire supérieure droite manquait à l'agresseur de sa sœur. Et énième point commun, il était également un fervent catholique. Peter Tobin a également utilisé de nombreux alias tout au long de sa vie, et l'un de ceux qu'il aimait particulièrement utiliser était John Semple, ce qui est particulièrement similaire à la liste de noms donnés par le suspect à Helen et sa sœur Jenny. Au cours de leur enquête sur Peter Tobin, de nombreuses femmes se sont manifestées affirmant avoir été harcelées ou agressées sexuellement par Peter Tobin. Plusieurs de ces femmes affirment avoir été victimes de Tobin au Barrowland. Justement, une femme a même affirmé avoir été harcelée par Tobin au Barrowland au moment des meurtres. De plus, lui aussi était très bien habillé, en tout cas de manière très classe, ce qui était assez étrange car la plupart des autres clients venaient encore une fois de manière plutôt décontractée. La femme harcelée au Barrowland a dit qu'il lui avait dit s'appeler Peter, il l'avait supplié d'aller avec lui à une fête en banlieue de Castle Milk, mais à force d'avoir décliné à chaque fois ses offres, son comportement était devenu menaçant et étrange. Une autre femme, elle, a affirmé qu'à l'âge de 15 ans, elle avait été violée par Tobin après l'avoir rencontré au Barrowland en 1968. Cependant, bien que les traits de Peter Tobin ressemblent au portrait de Bible John, ils ne correspondaient pas tout à fait à la description donnée par Jenny de Bible John. D'ailleurs, Jenny a toujours été très claire et a affirmé à plusieurs reprises que non, Peter n'était absolument pas l'homme avec qui sa sœur dansait le soir de son meurtre. En effet, Peter est plus petit que Bible John, lui fait environ 1m70, alors que les témoins qui décrivaient Bible John disaient qu'il avait plus d'1m80, c'est sûr, et lui a les cheveux bruns, alors qu'encore une fois, Bible John est roux. Il y avait aussi de grosses différences dans les modes opératoires. Par exemple, Peter Tobin utilisait constamment, systématiquement des armes lorsqu'il commettait des meurtres. Il a toujours utilisé des couteaux. Or, on sait que Bible John, non. De plus, Peter avait l'habitude de cacher le corps de ses victimes. Il a enterré chacune de ses victimes connues, ce qui n'était pas le cas de Bible John, qui plaçait la serviette hygiénique de ses victimes en évidence et qui mettait en scène leur corps. Ce qui prouve que lui souhaitait que la police découvre les corps. Et finalement, les ADN ont été comparés, celui de Tobin avec celui retrouvé sur l'un des bas d'Hélène, et ça ne matchait pas. La police a également comparé la marque de morsure qui a été retrouvée sur le corps d'Hélène avec les dossiers dentaires de Peter Tobin, et encore une fois, ça ne correspondait pas. C'est pour toutes ces raisons que Peter Tobin a lui aussi été rayé de la liste des suspects. Ce que contestent de nombreuses personnes qui considèrent que Peter Tobin est réellement Bible John. Selon eux, les analyses ADN étaient faussées car l'échantillon ADN retrouvé sur le bas d'Hélène était ancien et que de ce fait, il s'est sûrement dégradé avec le temps car il n'avait pas été correctement préservé. Et en 2004, nouveau rebondissement. La police a annoncé avoir récupéré un échantillon d'ADN d'une personne impliquée dans une infraction qui correspond, tenez-vous bien, à 80% de l'ADN retrouvé sur le bas d'Hélène. Ils étaient donc persuadés que la personne qui avait commis l'infraction devait être de la famille de Bible John. Ils avaient donc annoncé leur intention de prélever des échantillons ADN aux hommes de cette famille pour les comparer à l'ADN retrouvé sur les bas d'Hélène afin de tenter d'identifier le tueur. Mais malheureusement, et à ce jour, la police n'a pas révélé les résultats de ces tests ADN. Donc beaucoup pensent que ça n'a tout simplement rien donné. En 2010, la seule personne à avoir interagi longuement avec Bible John, la pauvre Jenny, est décédée à l'âge de 74 ans sans voir le meurtrier de sa sœur condamné pour les crimes qu'il a commis.
Depuis, il n'y a malheureusement eu aucune avancée dans l'enquête et à ce jour, Bible John est toujours non identifié et donc justice n'a pas été rendue pour Jemima, Patricia et Hélène. Alors saurons-nous un jour qui est ce mystérieux Bible John ? Mystère. En tout cas, il est à ce jour l'un des plus tristement célèbres tueurs en série du Royaume-Uni. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour une autre triste histoire.